Bonjour à tous, bienvenue à cette revue de presse du 26 janvier 2024, donc la nouvelle année. Alors, comme vous avez pu le constater, nous avons fait de nombreuses interviews durant cette période. Par contre, la revue de presse en a pris un petit coup et la raison est simple, c'est que j'ai été un petit peu par terre après les fêtes suite à une contamination à un virus qui a provoqué une inflammation généralisée de mes articulations et donc il a fallu traiter ça. J'en sors doucement mais sûrement. Et donc, on va faire un retour parce qu'il s'est passé de nombreuses choses dans cette période. Et si vous voulez bien, on va le séparer en deux morceaux. Aujourd'hui, on va faire la politique intérieure et lundi ou mardi, on fera la politique extérieure dont l'information est très, très, très dense. Alors, si vous aimez ce qu'on fait, si vous trouvez que c'est utile pour votre information, alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à en discuter. Et pour ceux qui en ont les moyens, en bas de cette vidéo, vous aurez un lien pour nous faire un petit don de 5 euros qui nous permettra de faire des choses nouvelles. Pour ceux qui nous ont aidés, je vous dis merci. Ça nous a permis d'acquérir un nouveau matériel de prise de vue. Vous verrez pour les spécialistes la différence. Et puis également, ça va nous permettre de faire notre premier reportage que l'on fera, bien évidemment, sur le monde agricole, avec, entre autres, dans l'exploitation de Philippe Grégoire, que nous avons interviewé ici. Et d'ici quelques minutes, on va le joindre, je crois qu'il va bientôt être en ligne, pour parler, bien évidemment, du sujet principal qui touche les Français, l'ensemble des Français, hein, c'est les agriculteurs. Pourquoi l'ensemble des Français ? Eh bien, en dehors de l'attachement qu'ont tous les Français à l'agriculture, même s'il n'y a plus tellement tant d'agriculteurs que ça, eh bien, nous mangeons tous au moins une fois par jour, et le plus souvent 3 fois par jour, pour ceux qui ne sont pas contraints par l'inflation et par le fait que les courses sont devenues trop chères. Donc, notre alimentation est le sujet numéro 1, puisque les agriculteurs le répètent de toutes les manières possibles et imaginables. De temps en temps, on va voir un médecin, de temps en temps, on a besoin de tel ou tel professionnel, mais tous les jours, on a besoin de manger. Donc, sujet central. Alors la révolte des agriculteurs est profonde, elle remonte à de très nombreuses années. Il y en a eu plusieurs actes. Et cette année, la particularité, c'est que c'est assez européen. Chacun pour ses raisons, mais il y a des raisons communes. On l'a vu en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en Slovaquie, en Croatie, en Allemagne. Très très rare, avec des manifestations massives, des occupations de villes, des montées en tracteurs sur Berlin, leur capitale, et puis bien sûr la France. Alors tout d'abord une pensée pour Alexandra et sa petite fille de 12 ans, l'agricultrice qui est décédée sur un barrage à Pamiers à cause d'imbéciles qui ont foncé sur ce barrage. Voilà, c'est une famille qui avait l'air fort sympathique, qui a été détruite. Une grande pensée pour son mari, qui est toujours à l'hôpital, et puis pour sa plus petite fille, qui se retrouve orpheline de sa maman, et qui a perdu sa sœur. Il n'aurait pas dû être là, car il n'aurait pas dû avoir ces problèmes, il n'aurait pas dû se retrouver sur cette route à défendre le minimum. Et le minimum, c'est, pour les agriculteurs, un salaire décent pour le travail qu'ils font. Car c'est bien ça le fond du problème. Bien sûr, il y a des problèmes de normes, de bureaucratie tatillonne, on devient tous fous, en particulier les agriculteurs, mais les médecins, les policiers, tout le monde, vous-même. La bureaucratie s'étend de manière insupportable. Bon, c'est un souci. Il y a des histoires d'augmentation du coût du diesel, du gasoil. Certes,
Mais le principal problème, c'est que les agriculteurs, pour la plus grande partie d'entre eux, ne vivent pas dignement de leur travail. Alors c'est un minimum des droits de l'homme que d'avoir un travail, d'en vivre dignement. Il faut savoir que 42% des agriculteurs touchent moins que le RSA, en dessous des 600 euros, et que plus de 80% d'entre eux touchent moins de 1700 euros brut. C'est un monde où l'endettement moyen est colossal, 250 000 euros par exploitation. Ça monte jusqu'à 450 000 euros chez les éleveurs. Et l'un des problèmes principaux, c'est que ont été mis en concurrence les misères avec le dumping social au niveau européen et mondial par le biais des traités de libre-échange. On va en parler avec Philippe. D'ailleurs, il faut le noter, on avait discuté ici du traité de libre-échange qui a été récemment entériné avec la Nouvelle-Zélande. Eh bien, il y en a un nouveau là en ce moment, hier, qui est voté au Parlement européen. C'est le traité de libre-échange avec le Chili. Voilà, encore un. Donc, suppression, encore une fois, de toutes les barrières douanières. Donc, mise en concurrence de normes écologiques qui ne vont pas être les mêmes, de normes sociales qui ne sont pas les mêmes. Et donc, un nouveau coup à nos agriculteurs qui sont pourtant en train de manifester. Alors là, on a... les chiffres sont assez saisissants. Hein, c'est presque 20 000 tonnes de volailles supplémentaires qui vont être déversées sur la France. Vous avez déjà vu le problème de la volaille ukrainienne. 9 000 tonnes de viande porcine, 4 000 tonnes de viande ovine, 2 000 tonnes pour la viande bovine, l'huile, les olives, les œufs et tout un tas de produits dérivés de l'agriculture. Donc voilà ce qu'on nous concocte, c'est-à-dire de facto la destruction de l'agriculture française. C'est ça qui est en cours. Un grand nombre d'exploitants ont 50 ans et plus. Le recensement décennal a montré qu'il y a 10% moins d'exploitation. Par contre, il y a des exploitants agricoles qui s'enrichissent, qui sont de plus en plus gros, comme le patron de la FNSEA. On va en parler tout à l'heure avec Philippe. Voilà, c'est un secrétaire général d'un syndicat, la FNSEA. C'est comme si, je ne sais pas, la secrétaire générale de la CGT était en même temps patronne d'une multinationale. Bon, voilà, on est à peu près au même niveau. Alors, pour continuer sur cette séquence agriculture et mouvement social dans tout le monde agricole en France, mais pas qu'en France, en Europe, eh bien, on est en direct avec Philippe Grégoire, que vous connaissez, puisqu'il est intervenu sur Fréquence Populaire, et qu'en ce moment, il intervient un peu partout. C'est la nouvelle star du monde agricole. Et pour cause, il dit très très fort et de manière très claire ce que beaucoup essayent de cacher. Alors, pas les agriculteurs, hein, mais les chaînes médiatiques habituelles et le gouvernement. Alors, Philippe est en direct avec nous de son exploitation. Philippe, d'abord, comment se passe la mobilisation ? Est-ce que tu trouves que les agriculteurs tiennent ? Est-ce que la motivation est forte ? La motivation, il y en a encore. Le mouvement, il a démarré, faut le dire, il a dépassé le syndicat FNSEA. C'est des mouvements de la base qui sont venus, certes, d'un mélange de syndicats, mais beaucoup de non-syndiqués, puisque il avait signé un accord en fait au mois de septembre pour le gazole non routier, là, le fameux GNR, le rouge spécifique à l'agricole et au TP, qui représente 1,4 milliard sur la niche fiscale du budget de l'État français. Il avait signé un accord en septembre pour le faire disparaître, mais de le lisser jusqu'en 2030. Et là, en fait, il y a tellement de misère dans les campagnes, la situation se dégrade tellement, ils ont été dépassés par la base. Alors ensuite, bien sûr, ils sont revenus à l'assaut, hein. Et donc le mouvement, ben, ils vont comme d'habitude le noyer. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques minutes, j'ai parlé à François et je peux déjà dire, les suites du mouvement, je les connais sur le bout des doigts. Ça va accoucher d'une souris, des mesurettes. Je peux presque faire les annonces avant qu'il les fasse. Ce qu'il va les faire ce soir. Parce que là, je vois la mobilisation de la Confédération paysanne dans le Doubs.
entre autres, qui se lance dans la contestation. Bon, c'est un autre syndicat, c'est pas exactement la FNSEA, mais est-ce que ça n'a pas vocation avec des gens comme eux et des gens comme toi, à éviter de se faire arnaquer encore une fois? Oui, alors là, dans tous les mouvements qu'il y a eu, donc ça a démarré beaucoup par des indépendants. Comme le syndicat, bon, en plus, les élections Chambre d'agriculture sont en janvier 2025, c'est quand même proche, le salon est proche. Ils ont redescendu dans les départements pour garder la main. Il y a eu ensuite la coordination rurale, notamment surtout sur le Lot-et-Garonne, où ils ont la Chambre d'agriculture, qui se sont mis à bouger, parce que bon, voilà, les syndicats se sont, on va dire, réveillés. La Confédération paysanne a embrayé après. Aujourd'hui, si on regarde tous les communiqués, hein, si on veut être honnête, nous, on est indépendants. Hein, moi, je suis indépendant parce que je ne suis pas syndiqué, je suis à République souveraine, mais indépendant. 55% des agriculteurs ne participent pas au vote. Hein. Donc, les plus nombreux, c'est les non-syndiqués, les indépendants. Hein. Il y en a 55% qui ne votent pas aux élections de chambre. Et donc là, on voit bien que les indépendants commencent à tirer dans les pattes des syndicats, du syndicat principalement d'ailleurs, qui est en cogestion avec le parti politique depuis 1946, et que c'est un peu en train de leur échapper. Donc ils ont resserré la bride en étant présents sur les médias. Hein, et le seul, à l'instant où je parle, là on est vendredi après-midi, il est 15h48, le seul communiqué crédible que j'ai vu, c'est celui de la porte-parole de la Confédération paysanne. Le seul, où elle parle de revenus, elle parle elle de revenus. Voilà. Elle dit qu'il faut changer le modèle économique, il faut parler de revenus. Les autres, c'est de l'enfumage. C'est le GNR, c'est les normes, c'est les paperasseries. Alors là, je peux rentrer dans les détails sur les 3 sujets et je vais te le chiffrer en euros. Comme ça, tout le monde va comprendre. Parce qu'en plus, c'est un champion, le patron de la FNSEA. Tout le monde le découvre en ce moment, ceux qui veulent bien chercher. Je parle d'Arnaud Rousseau, qui, bon, il est agriculteur avec des tracteurs en or. Parce il est plutôt businessman, ce monsieur. Il est directeur de la multinationale Avril. Comme tu as très bien décrit à différents endroits, en particulier sur Touche pas à mon poste, c'est une multinationale qui est implantée dans les pays avec lesquels on fait du libre-échange. Donc, c'est une extraordinaire arnaque. Il administre la holding du même nom. Il est directeur général de biogaz de Multien, donc pour la méthanisation. Je lis, hein, parce qu'en fait, il a un CV long comme le bras, le monsieur, quand même. Il est administrateur de Seipol, leader français à transformation de graines en huile, et ceci et cela. Il est diplômé de l'European Business School. Il a fait du courtage de matières premières, donc ceux qui jouent sur le prix des céréales et donc avec l'avis des agriculteurs un peu partout sur la Terre. Voilà, puis il est dirigeant dans tout un tas d'entreprises. Il est quand même patron d'une exploitation qui fait juste 700 hectares. Donc ça va, c'est un petit truc. Donc si j'ai bien compris les chiffres, il fait partie des 20% d'agriculteurs qui captent 80% de la PAC. Oh là oui, et de loin. Alors pour revenir sur mon explication, pourquoi c'est de l'enfumage? Mais c'est un grand rituel, hein, c'est comme ça depuis 1953. Hein. C'est-à-dire que là, et on le voit également avec l'accompagnement du gouvernement et des chaînes de médias. Hein. C'est pas que la FNSEA, c'est un rouleau compresseur avec les médias. Quand on voit par exemple hier soir, l'émission, j'ai rien contre, il y avait une émission hier soir sur BFM où le thème de l'émission, c'était les écologistes contre les agriculteurs. Mais ça, déjà, c'est une forme de manipulation. Le problème actuel, la crise des tracteurs dans les campagnes, ils n'ont rien à voir avec le mouvement écologiste. Je vais l'expliquer tout de suite. Le GNR, le gazole non routier, il va prendre des mesures, là, peut-être dans les heures à venir, ou c'est bien parce que je fais ma vidéo avant, ou dans un jour ou deux. Même s'il touche à cette niche fiscale qui fait 1,4 milliard, ça va jouer sur les exploitations de zéro. Il faut voir qu'il y a des agriculteurs qui n'utilisent pas de gasoil. Je pense à ceux qui sont en structure hors sol.
et toutes les fumures, les lisiers sont pris par les voisins, donc les gars n'ont pas de tracteur, ou très peu, zéro. Ça peut faire une économie, c'est 2 centimes 8 de 2 000 euros, 500 euros, 2 000 euros. Allez, une grosse exploitation, peut-être 2 000 à 3 000 euros, et ça sera le bout du monde. Les normes, ça va être à peu près la même ordre de grandeur. Et la tracasserie administrative, ben, si on a du revenu, on prend quelqu'un pour faire les parties les plus délicates avec un billet de 1 500 euros par an. Les points les plus délicats, les déclarations PAC et tout, on va faire le tour. Avec 1 500 euros par an, on va déjà faire beaucoup de travail si on délègue le travail à une secrétaire, par exemple. Donc bien payer l'agriculteur lui permet d'avoir l'argent pour lui-même payer les experts administratifs qui font le travail qui n'est pas le sien. Donc, quand on comprenne bien les enjeux, on va grossir même le trait. 1 500 euros. Allez, 1 500 euros, on délègue ça à des services pour l'administratif. C'est vrai qu'il y en a de trop, mais c'est vrai pour les infirmières, les policiers, c'est pour toute la société, ça. Bon. Ensuite, le gasoil, allez, une petite fourchette de 2 000 euros, un billet de 2 000 euros. Les normes, on a les mêmes normes que les Allemands à peu près équivalent. Hollande supérieure, Suède supérieure, Danemark supérieur, tout le sud de l'Europe, moins de normes que nous. Là, on est d'accord. Mais les normes, même si on se met aux mêmes normes, ça ne va rien changer sur le commerce, le libre-échange, qui fait que c'est le moins-disant social, le moins-disant environnemental qui va emporter le marché. Donc, je dirais à normes égales, on peut se mettre à normes égales. Il y en a un, il va faire travailler des gens au SMIC à 800 euros ou à 300 euros. Donc, de toute façon, ça résoudra le problème. Le problème ne sera pas résolu, norme ou pas norme. L'enjeu par rapport aux mesurettes qu'il va annoncer, il va annoncer ça. Il va reculer sur les normes un peu, le GNR, il va parler de l'installation des jeunes, il va faire sauter les 4% de jachère pour donner satisfaction à la FNSEA et à l'agro-business. Pourquoi faire sauter les 4% de jachère? Parce que si les terres sont remises en culture, la FNSEA, à travers ses plateformes, va vendre des engrais, des phytos, des semences, des aliments. Allez hop, on refait tourner le groupe Avril et tous ceux qui sont autour. Et l'enjeu des mesurettes que je vous ai dit, je vous ai chiffré, allez, de 0 à 4 000 euros, en étant très très large pour ceux qui auront 4 000 euros sur l'année. Il manque actuellement sur une ferme moyenne, les fermes moyennes, c'est 67 hectares, la ferme en France, la moyenne, bien sûr. Il manque de 50 à 80 000 euros sur le produit par personne, pas par exploitation, par unité de travailleurs. Un couple, on va faire simple, un couple qui produit 400 000 litres de lait, 400 tonnes en conventionnel, le prix du lait, il est à 42, il faut qu'il soit régulé sur la base du modèle de la charte de la Havane, comme c'est au Canada, où le père Trudeau a mis en place la gestion de l'offre avec une dose de protectionnisme sur les frontières. Plus actuellement, ils sont à 4%. Il laisse rentrer 4% et il exporte 4%. Il adapte la variation suivant les fluctuations de production de son pays. C'est une régulation, c'est un outil de régulation. Ils sont payés 63 centimes, nous 42, ça fait 21. 21 sur une exploitation, un couple qui fait 400 tonnes, 2 fois 4, 8, ça fait à peu près 85 000 euros. Rien que sur le prix du lait. Je n'ai pas parlé des bovins, des veaux et des vaches. Rien que sur le lait. Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là. Et pourquoi on n'a pas ça chez nous? Parce que nos politiques ne font pas de politique de souverainistes, ils font des politiques libérales. Là-bas, le Canada, c'est pas un pays communiste, il a bien mis ça en place. Et Lactalis est présent au Canada. Au Canada, Lactalis paye le lait 63 centimes. Il le paye 52 en Italie. Pourquoi 42 chez nous? Là-bas, c'est les agriculteurs qui font la facture. C'est une organisation de producteurs unique qui gère les volumes. Il y a des fermes références pour avoir un coût de production homogène sur le territoire. Ils ont décidé que c'était 63 pour avoir une vie correcte. Un agriculteur là-bas vit à peu près un peu en dessous du niveau d'un médecin. D'accord? Et il embauche de la main-d'œuvre, ça crée de l'emploi, ils ont des salariés, ça fonctionne. Et les yaourts dans les grandes surfaces, on a été vérifié, ils ne sont pas 3 fois plus chers qu'en France.
il y a un écart de 1 ou 2 centimes. Donc c'est bien la gestion, l'encadrement de l'industrie agroalimentaire et des grandes et moyennes surfaces. Les deux. Les deux socles de notre pays, si on veut garder des paysans, il faut que nos responsables politiques à l'Assemblée nationale, ils encadrent l'agroalimentaire et les grandes surfaces. Parce que les grandes surfaces ont trouvé une combine aussi. Ils ont créé des structures européennes pour échapper à la loi Egalim. Parce que la loi Egalim, ils ont essayé de la mettre en place, c'est un échec total. Les grandes surfaces ont créé des structures européennes et par le statut européen, il arrive à contourner la loi Egalim qui est raccrochée à la nation, au pays. En fait, c'est un contrat à l'intérieur du pays entre les grandes surfaces, l'agroalimentaire et le gouvernement. Mais en créant une plateforme européenne, avec une société européenne, vous pouvez contourner un peu cette loi Egalim. Et autre problème de la loi Egalim, c'est que les prix qui ont été donnés, les prix de référence, parce qu'ils disaient nous allons partir du prix de l'exploitation. Le problème, c'est que le prix de l'exploitation, il a été donné par l'industrie agroalimentaire, par l'interprofession qui est la FNSEA. Alors eux, le prix qu'ils ont donné, ben, je vais vous le donner. Il y a quelques années, ils donnaient 40 centimes. Aujourd'hui, ils parlent de 45. Là, il suffit de le vérifier sur les barrages. Ils ont dit, il nous faut 45 centimes. On a 42. Donc, ils disent qu'il nous manque 3 centimes. Alors que le coût de production, il est de 63. Mais on ne pourra jamais s'en sortir. Si on a des représentants qui nous défendent de cette façon-là, qui sont du côté de l'agroalimentaire et non pas du côté des agriculteurs, on ne peut pas s'en sortir. Moi, j'ai vécu cette situation en 2009, Georges. Je vais te dire ce que j'ai vécu. J'ai été au ministère de l'Agriculture à peu près dans ces années-là. Il y avait une crise déjà grave, elle est aussi grave aujourd'hui. On a été reçus au ministère. On est arrivé avec le MODEF, la Confédération paysanne, la coordination rurale, l'association des producteurs de lait indépendants. À l'époque, on était payé 32 centimes. On a dit, il nous faut au minimum 40 centimes, au minimum, au minimum. Donc, l'appli nationale, la Confédération paysanne, la coordination rurale, le MODEF. 4 structures. On en avait une en face de nous, qui est soi-disant majoritaire, avec 25,8% des paysans. Eux, ils ont demandé 33 centimes. Donc, ils nous ont tiré une balle dans le pied, ils ont sifflé la fin de la récréation. Et moi, ça m'avait choqué à l'époque, parce que j'ai connu des négociations avec Marisol Touraine et les syndicats de médecins. Les syndicats de médecins, quand ils ont été voir Marisol Touraine, j'en ai pas vu un qui a demandé la consultation à 15 euros. Pas un. Ben oui. Sur ce que tu évoquais, le contournement de la loi Egalim, euh, pour être clair, et puis pour faire un petit clin d'œil à notre ami Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui visiblement vient de découvrir le pot aux roses. Je ne sais pas si tu as vu, il a fait une conférence de presse avec le ministre de l'Agriculture en disant « Oh là 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 là, ça c'est terrible, dis donc, je vais doubler les contrôles, vous allez voir ce que vous allez voir. » Bon, il vous prend vraiment pour des cons, on peut dire. Donc, pour que ce soit bien clair, comme tu l'as dit, la loi Egalim, c'est un contrat, disons, à l'intérieur du pays. Mais les grandes centrales de distribution, on ne les nommera pas, chacun les connaît, ont ouvert des succursales dans d'autres pays européens, des centrales d'achat. Par exemple, vous avez une grande distribution en France, elle a une centrale d'achat, je ne sais pas, en Bulgarie, et puis une autre en Espagne. Et c'est elle qui fait les achats. Donc hop, contournement de la loi Egalim. D'ailleurs, on m'a dit que c'est pour ça que des fois dans les supermarchés, on trouve des emballages où c'est écrit bizarrement en roumain, en espagnol, on ne comprend pas très bien pourquoi, alors qu'on est en France. Voilà la raison, pour ceux qui se posent la question. Donc c'est une arnaque en règle. Donc toi, tu crains qu'il fasse à nouveau un tour de passe-passe, de prestidigitation, un petit peu d'arrosage financier, un petit peu de suppression de soi-disant normes ici et là, un petit bonus de pas grand-chose par-ci par-là. Mais est-ce que tu ne crois pas quand même que là, il pourrait se passer quelque chose de l'ordre de la colère qu'il y a eu avec les Gilets jaunes, un ras-le-bol? Parce qu'on voit que vous n'êtes pas seuls, là, les agriculteurs français. En Allemagne,
Ça fait un bout de temps que ça klaxonne et qui manifeste avec les tracteurs jusqu'à Berlin. Mais avant, ça fait depuis des mois que ça manifeste en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie, en Ukraine, entre autres à cause de l'import de produits d'Ukraine dont ils ne veulent plus le voir se déverser sur leur marché et qui cassent leurs propres agricultures. Il semble y avoir, venant du monde paysan européen, une sorte d'union des agriculteurs d'une certaine manière qui se disent faudrait arrêter de nous arnaquer, il faudrait arrêter ce dumping social au niveau européen. Ou c'est moi qui me trompe, qui suis un petit peu trop, qui a un petit peu trop d'espoir. Alors, pour répondre, il y a deux questions un peu dans ta question. Je voudrais déjà faire une pause sur Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, Michel Rocard avait mis en place les quotas laitiers. Je rappelle que les quotas laitiers, c'était une gestion des volumes et c'était dans toute l'Europe. Ça ne nous a pas sauvés, mais ça a permis de tenir quand même une partie des revenus des producteurs laitiers. Il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas se cacher de ça. On n'a pas fait fortune avec ça, mais on a plongé moins vite. Il y avait une gestion des volumes, une régulation. Bruno Le Maire a supprimé les quotas laitiers sous le gouvernement Sarkozy. En une nuit à l'Assemblée nationale, il a donné nos références laitières. On avait des références laitières par exploitation qui donnaient une certaine valeur à l'exploitation parce que c'était rattaché à la terre. Quand on cédait notre ferme, les terres, la référence de lait à produire correspondait aux hectares, qu'on soit propriétaire ou locataire. C'était rattaché à la terre. Lui, en une nuit à l'Assemblée nationale, il a donné notre licence aux coopératives, donc gérées par la FNSEA, et à Lactalis. C'est quand même pas mal pour un C'est ministre de bien. l'économie. Il faut quand même le signaler, ça. Ensuite, la colère. La colère, est-ce que la colère va continuer? Alors, pour moi, le mouvement, ils vont l'arrêter, comme ils l'ont toujours arrêté, puisqu'ils vont siffler la fin de la récréation, le gouvernement est en cogestion avec le syndicat. Et ceux qui vont vouloir rester sur les barrages ou continuer les actions, ça peut être des mouvements gilets jaunes, éventuellement. Mais le problème de ces mouvements-là, c'est qu'il n'y a pas d'assurance. En cas d'accident, quand on continue à bloquer les autoroutes ou autres, s'il y a malheureusement un mort, comme il y a eu un drame en Ariège, il n'y a pas d'assurance. Quand il y a le syndicat, si c'est avec la Confédération paysanne ou la coordination rurale ou autre, là, il y a une assurance. Mais si c'est des manifestations spontanées, indépendantes, type gilet jaune, à mon avis, les forces de l'ordre, à mon avis, le gouvernement Macron ne va pas laisser se développer un mouvement qui sera un bon mouvement, une bonne idée, un mouvement gilet jaune, paysan, routier, qui pourrait se développer parce qu'on est beaucoup, je suis beaucoup sollicité par les routiers et par les gilets jaunes. Bon, alors on verra. Ça permet aussi de faire une remarque sur quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. C'est qu'en ce moment, au Parlement européen et à l'Union européenne à Bruxelles, on discute d'un nouveau traité de libre-échange. D'ailleurs, une partie du vote est passée, c'est avec le Chili. Alors, c'est déjà passé en commission. Alors, il faut savoir que les partis comme les Verts, le PS, les Républicains, Renaissance, Modem, tout ça, eux, ils ont voté pour, hein, tous. Donc, c'est important par rapport à ce qu'ils disent ici. Donc, comme tu l'as très bien expliqué de nombreuses fois, et quelques autres agriculteurs, l'un des problèmes, c'est le revenu, et l'un des problèmes, pourquoi les revenus sont si bas, c'est que c'est la concurrence des misères par le biais des traités de libre-échange. Donc là, ils sont en train d'en mettre un nouveau en place. Alors, ça sera quasiment tous les droits de douane vont sauter. Bon, de toute façon, ça va se faire, hein, c'est au bord. Alors, si j'ai bien les bonnes informations, ça dit qu'il y a 18 000 tonnes de plus de volailles, 9 000 tonnes de viande porcine, 4 000 tonnes de viande ovine, 2 000 de bovine, plus les huiles d'olive, des œufs et tout un tas de dérivés de la production agricole. Donc, encore un énorme paquet de productions qui vont arriver produites à moins cher que les agriculteurs que vous êtes et qui sont déjà la tête presque sous l'eau. Merci, Bruxelles.
De toute façon, à partir du moment qu'il y a des traités de libre-échange, c'est là qu'on voit la manœuvre du gouvernement et du syndicat, des annonces qu'ils vont faire sur le GNR. Ils vont faire un grand programme, ça, je le dis avant qu'ils l'annoncent, j'en suis sûr, sur l'installation des jeunes. Il est là-dessus, renouvellement des générations. Il va faire une annonce, deux annonces. Il va dire là, c'est une annonce immédiate sur ce qu'on peut faire tout de suite. Et après, il y a le temps long qui va se faire à l'Assemblée nationale avec des décrets et tout, l'installation des jeunes et tout ça. Mais il ne va pas au fond du sujet. Le fond du sujet, c'est la rémunération des agriculteurs. Si les agriculteurs, ils récupèrent ce que j'ai dit tout à l'heure, en arrêtant les accords de libre-échange, en faisant de la coopération et en reconnaissant les prix à hauteur des coûts de production, qu'on récupère ces 50 à 80 000 euros par an, par personne, l'installation des jeunes, il n'y a pas besoin de programme, on n'a aucun besoin, aucun programme, on va les installer tout seuls, les jeunes. Ils vont s'installer tout seuls dans nos exploitations. On sait comment former les jeunes, on sait comment installer les jeunes, on connaît notre métier. C'est pas Gabriel Attal, il connaît pas le métier. Nous, on le connaît. On ne peut les installer que s'il y a des marges, s'il y a un ratio économique, un retour sur investissement. Et j'en profite pour dénoncer ce qui a été dit sur plusieurs grands médias que je ne citerai pas, depuis quelques jours qu'il y a les manifestations agricoles. Ils ont sorti avec leurs grands connaisseurs économiques les revenus agricoles, les bénéfices agricoles des agriculteurs. C'est un bénéfice d'entreprise. Ils ont dit qu'en moyenne, c'était 44 000 euros. Ils mélangent le revenu avec le bénéfice d'entreprise. Le bénéfice agricole tel qu'il l'exprime sur les plateaux, il est destiné à rémunérer les capitaux engagés et à réinvestir dans l'exploitation ou dans l'entreprise, qu'on peut l'appeler l'exploitation agricole. Mais ça n'a rien à voir avec la rémunération du travail. À l'intérieur de ces 44 000 euros, il y a la partie qui rémunère les capitaux, il y a la partie pour réinvestir, il y a la marge de sécurité qu'il faut garder pour avoir un fonds de roulement, et ensuite, il y a ce qu'on appelle, nous, les prélèvements privés, puisqu'on n'est pas des salariés, qui est notre salaire, notre rémunération du travail, qui tourne autour de 1 000 euros pour la plupart d'entre nous, 42% en dessous le RSA, qui est à 579 euros, 42% en dessous 579 euros, et après les autres, on est entre le RSA et 1700. Là. Donc voilà, c'est ça le salaire des agriculteurs. Et Gabriel Attal reprend des chiffres d'économistes, mais il ne connaît rien, absolument rien. La réalité du terrain, c'est l'appauvrissement des paysans. C'est des paysans qui, on le voit sur le terrain, lorsqu'on est malade, accident du travail, maladie, opération, qu'on doit être arrêté plusieurs mois ou plusieurs semaines, on a droit à 29 euros par jour. Qui peut travailler, se faire remplacer avec 29 euros par jour? On a 70 à 80 heures semaine, donc il faut deux salariés. Hein? Là, c'est encore une fumisterie. Avant d'installer des jeunes, on devrait expliquer tout ça, leur dire les ratios économiques réels du monde agricole, qu'il n'y a pas de rentabilité, et ça devrait être obligatoire, avant toute installation, d'avoir l'assurance l'homme-clé. L'assurance l'homme-clé, c'est quoi? C'est un coût de 6 000 euros sur l'exploitation, je me suis renseigné. Il faut donner 6 000 euros aux compagnies d'assurance, quelles qu'elles soient. L'assurance l'homme-clé, quand l'agriculteur va être opéré, il va pouvoir prendre deux salariés temps plein. Sinon, c'est pas possible. Alors, c'est intéressant tout ce que tu nous dis, Philippe, parce que très étonnamment, les députés semblent avoir compris ce problème de revenus, mais pour eux-mêmes. Hein. Donc, ils se sont, là, la semaine dernière, ils se sont votés une augmentation de 5%. Alors déjà, ils ont un salaire, mais c'est une augmentation de 5% sur leurs frais de représentation. Donc, c'est l'argent qu'ils ont en plus pour les restaurants, les costumes et tout ça et tout ça. Donc, ils sont augmentés de 5% à cause de l'inflation. Il faut dire que les députés de l'AFI ne l'ont pas voté, pour être honnête, et que les députés RN l'ont voté, mais ils regrettent et disent non, non, on ne veut plus de cette augmentation. Ils se sont rendus compte que c'était un peu abusé pendant cette révolte. Mais bizarrement, ils ne ressentent pas le besoin d'augmenter autant les gars qui sont entre le RSA et le SMIC brut à 1 700 euros.
Très bien, oui, Georges, tout à fait, j'ai vu ça. Donc c'est rigolo parce que j'ai vu cette réaction, j'ai vu tous les libéraux, j'ai vu Emmanuel Schipp, j'ai vu tous ces gens, Nicolas Dose et tout sur les plateaux expliquer qu'il fallait pas faire de démagogie. Alors d'un côté, ils peuvent s'augmenter eux-mêmes de leurs frais. C'est certes, c'est pas leur salaire, c'est leurs frais de fonctionnement, mais ils peuvent le passer du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'ils révisent le carnet de factures. Et il explique aux agriculteurs, il explique à la masse populaire, aux salariés, que c'est pas possible d'augmenter le SMIC comme ça, que c'est pas possible de reconnaître un coût de production pour les paysans, on n'est pas sur une île, hein, on est sur une planète où il y a le mot compétition, mais visiblement la compétition s'exécute et s'exprime, s'applique pour le bloc populaire, mais pas pour le bloc élitaire. Bon, eh ben c'est comme ça. Écoute, merci Philippe pour ton intervention. Je précise à tout le monde que bientôt on va venir chez toi, dans ton exploitation. On va faire un reportage. Ça va être comme c'est le mouvement agricole et qu'on avait promis grâce à vos dons. N'oubliez pas, si vous avez encore un petit peu d'argent, de faire un petit don. Grâce à vos dons, eh ben, ça nous permet d'avoir un tout petit peu de moyens. Et on va faire le premier reportage in situ avec Philippe Grégoire dans son exploitation, puis il va nous montrer ses factures et comment tout ça fonctionne. Et on va faire un beau truc bien clair, de la vache jusqu'au lait, en passant par la facture, ton temps de travail, pour que tout le monde qui ne connaît pas ce monde-là comprenne bien et combien on vous doit. Puis s'il y a la possibilité encore, on fera un tour sur un blocage avec toi. Et aussi avec les camarades du SAMU social agricole que tu co-présides et qui vient en aide aux agriculteurs qui justement sont dans la galère. Merci encore Philippe et à très très bientôt. Eh bien, nous avons un gouvernement. J'ai pu assister à sa mise en place du fond de mon lit, dans un état pitoyable. Mais ça m'a bien fait rire. C'était pas exactement ce qu'il fallait vu mes articulations, mais c'était très, très amusant. Donc je crois, la mutation terminale du macronisme vers un gouvernement de pure communication. Juste avant, on avait Madame Borne. Il faut noter quand même que Madame Borne était polytechnicienne, qu'elle avait fait une très longue carrière dans la haute fonction publique, quelqu'un de très compétent. Alors bien sûr, elle symbolisait la mobilisation de l'élite de l'État, de la noblesse d'État, comme on dit, mais qui a été formée à travers Sciences Po, l'ENA, à un formatage à la pensée unique, lui rendant en tout cas elle, impossible de penser au-delà du cercle de ce qu'on appelle le cercle de la raison, et somme toute de mettre en place ce qui est requis par l'Union européenne. Bon. Mais au moins, il y avait une forme de compétence dans ce domaine-là. Là, maintenant, avec Gabriel Attal, on est dans la pure communication. C'est le faire savoir sans le savoir faire. C'est pas quelqu'un qui a fait, il n'a pas fait grand-chose. C'est quelqu'un qui a dit. Et on en est là. Donc il est très très adapté, en fait, aux modalités d'exercice de ce pouvoir. Et il a une sorte de calque, c'est une sorte de calque d'Emmanuel Macron, puisqu'il va beaucoup se déplacer, beaucoup communiquer, en tout cas faire semblant d'écouter beaucoup les Français, comme lors du grand débat, qui avait fini avec la disparition des cahiers de doléances, hein, qui n'ont pas servi au gouvernement, visiblement. C'était au moment de la révolte des Gilets jaunes. Et donc, un gouvernement qui est adapté au fait que les décisions géostratégiques sont prises à Washington et que les décisions économiques sont prises à Bruxelles. Et donc le pouvoir, en France, entre guillemets le pouvoir, eh bien n'est plus une sorte de théâtre. Et Gabriel Attal, comme quelques autres ministres, sont de formidables acteurs. Donc on peut saluer la troupe à Emmanuel Macron qui va occuper nos postes de télévision et nos petits écrans pendant quelques temps à faire des claquettes.
en mimant le pouvoir, mais non pas en l'exerçant réellement. Alors les trois nominations importantes. Au début, c'était 2 nominations. C'était Madame Dati et Monsieur Séjourné. Alors Monsieur Séjourné, il faut vraiment s'y attacher parce que Emmanuel Macron, comme cela a été dit par de nombreux spécialistes des relations internationales, en particulier M. Haro, qu'il avait pourtant conseillé en 2017, eh bien, la diplomatie française et le corps diplomatique est détruit par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron souhaite la souveraineté européenne, souhaite le transfert de certains pouvoirs régaliens de la France à l'Europe, c'est-à-dire à l'Allemagne, avait très très peu de vision de la France dans le monde, si ce n'est une France supplétive, vassale des États-Unis. Et donc, Stéphane Séjourné, qui n'a aucune compétence dans ce domaine, ni de près ni de loin, eh bien, est parfaitement conforme avec le sabordement de notre diplomatie. Donc il est très très bien là où il est. Plus compétente, en particulier politiquement, Madame Rachida Dati, qui, elle, a été sélectionnée pour être ministre de la Culture. Bon, c'est une belle prise pour la Macronie dans sa guerre avec les LR, qui se double d'une forme d'arnaque sur la loi immigration. On va y venir. Donc, ça fait partie du travail d'affaiblissement de LR que mène le gouvernement, mais bon, ça c'est leur problème. En tout cas, c'est cela qui se passe. Ce qui est assez amusant, c'est que nous avons tous immédiatement supposé que c'était aussi pour qu'elle soit candidate à la mairie de Paris. Le président avait dit bien sûr que non, ça n'a aucun rapport, mais c'est Madame Dati elle-même qui, le lendemain de la dénégation du président, a confirmé que, bien évidemment, elle serait candidate à Paris. Bon, c'est assez amusant, c'est un cirque. Et puis, Madame Dati est mise en examen, mais dans la Macronie, on n'est pas exactement à ça près. On a quelques ministres qui est proches d'Emmanuel Macron qui ont été dans le souci judiciaire, on va dire, de manière euphémisée. Or, le problème, c'est que le réarmement civique que souhaite le président de la République, et c'est une bonne chose, le réarmement civique, eh bien, passe par l'exemplarité au sommet de l'État. Et ce n'est pas exactement l'image que montre ce gouvernement. On se demande bien pourquoi est-ce que, tout en bas de la société, on devrait suivre des règles que ceux d'en haut, les premiers de cordée, ne suivent pas. C'est une décence morale minimale, et c'est bien évidemment totalement raté. La crédibilité de la parole publique passe par des paroles, bien sûr, mais aussi par des actes. Et au passage, on attend toujours de retrouver le coffre de Benalla. Mais on ne sait toujours pas où il est, celui-là. Et puis, il y a eu Madame Oudéa Castéra. Alors, celle-ci devait rester un peu invisible, un peu éthérée, comme la plupart des autres ministres d'Emmanuel Macron, mais elle a fait une rentrée fracassante en cassant tout dans le magasin. Alors, Amélie Oudéa Castéra, c'est un AOC, hein, c'est comme le bon vin. C'est l'appellation oligarchie certifiée. Voilà, un AOC. Alors, elle a réussi l'exploit du lendemain de sa nomination de se mettre à dos l'ensemble du corps enseignant du service public en disant qu'ils sont incompétents, qu'ils sont toujours en retard, et que vraiment, quand on aime ses enfants, on ne peut pas les laisser dans les mains du service public, sachant qu'elle parlait d'une école qui se trouve dans le 6e arrondissement, l'école Littré, qui est plutôt dans un quartier où la violence sociale au cœur de Paris n'est pas extrême, on va dire, et puis où les enseignants sont très très bons, les choses se passent plutôt bien. Alors après, on a appris qu'elle avait menti, c'était pas exactement ça les raisons, c'était plutôt les problèmes que pouvaient rencontrer ses enfants. Puis elle a également contourné Parcoursup. Et après, on a eu droit à ces souffrances de travailleuses. 500 000 € par an en tant que chef de la fédération de tennis. Elle disait qu'il y a quand même beaucoup d'heures de travail, c'est très très dur. Je pense qu'apprécieront beaucoup les médecins, les infirmiers des urgences, les pompiers, qui eux, bien évidemment, ne travaillent pas beaucoup, ne prennent pas de risques. Et
si mes informations sont bonnes, ne gagne pas 500 000 euros par mois, mais c'est la vision qu'elle a du travail. Elle le mérite, hein. Les autres le méritent moins, bien évidemment. Elle s'était illustrée à la précédente législature en disant que elle faisait des sacrifices quand même avec son travail de députée, parce qu'elle gagnait quand même beaucoup moins. Et donc elle était en accord avec une autre députée d'Emmanuel Macron qui disait qu'avec le salaire de députée, elle ne pouvait plus manger que des pâtes le soir, et que sa condition était très difficile, qu'elle travaillait énormément. Bon, on a là un condensé chimiquement pur de la caste et de l'oligarchie, qui ne se rend tellement pas compte de son décalage par rapport au peuple qu'elle ne fait que des bourdes quand on la met devant la caméra. C'est une très très belle illustration de ce que des sociologues ont appelé la sécession des élites. Et c'est exactement cela. Alors, dans le domaine de l'éducation, eh bien, elle est l'incarnation d'ailleurs de ce que veut l'Union européenne. Je le rappelle, on en avait parlé ici, c'est les livres sur l'éducation dans l'Union européenne, c'est le livre vert sur l'éducation qui était sorti en 1993 et qui poussait à la privatisation. Donc c'est la création d'un système scolaire à 3 vitesses. Alors le premier niveau, ce sont des écoles privées très très sélectives, en même temps très chères, et où socialement il faut pouvoir en être, hein. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, il faut un certain ethos de classe. C'est par exemple l'école Stanislas à Paris. Ça c'est le premier niveau. C'est Eton, en Grande-Bretagne, pour ceux qui connaissent. Ensuite, vous avez encore du privé, mais plutôt pour les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, ceux qui doivent quand même se saigner un peu, se serrer un peu la ceinture, mais pour payer une éducation privée à leurs enfants. Et puis, où on a le service public. C'est pour les autres. Voilà, pour les gueux, pour ceux qui ne peuvent pas payer. Le plus terrible, c'est que... Encore une fois, c'est conforme à la vision de l'Union européenne et c'est conforme à ce qui s'est fait aux États-Unis. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai été frappé durant ma convalescence. J'ai regardé quelques films et j'ai revu un excellent film avec la formidable Michelle Pfeiffer, un film de 1995 qui s'appelle Esprit rebelle, avec Coolio qui chante le très célèbre Gangsta Paradise. C'est l'histoire d'une femme qui sort de l'armée, qui est volontaire pour aller dans un quartier en déshérence, où il y a des jeunes qui ne sont pas beaucoup aidés, leurs parents sont pauvres, il y a beaucoup de chômage, les quartiers détruits, il y a peu de services publics, il y a beaucoup de gangs, de la violence, les profs ne savent plus trop quoi faire ou essayent de quitter cette école. Bon, voilà, c'était il y a 30 ans aux États-Unis, et on y est maintenant en France, et Madame Oudéa Castéra l'incarne très bien. Un petit mot pour expliquer dans quel niveau de caste elle est et combien elle doit souffrir financièrement, c'est que son mari était un très grand haut fonctionnaire également, et lui, il a été directeur général de la Société Générale, la banque, et il est maintenant patron de Sanofi, très très proche d'Emmanuel Macron. Et c'est sûrement dû totalement au hasard. La Société Générale et Sanofi sont des partenaires importants pour les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Voilà. On a une caste séparée du reste des Français, hors sol, gavée de privilèges. Voilà. Ça vous rappelle rien ? Ça ressemble quand même beaucoup à ce qui se passait à Versailles avant 1789. Alors je pense à Versailles parce que je suis en conformité avec mon président, Emmanuel Macron. C'est lui qui, à ses nouveaux ministres, a parlé de l'esprit de la Révolution française. Chiche, je ne suis pas sûr qu'ils y gagneraient beaucoup dans cette oligarchie. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on doit se débarrasser, peut-être pas des gens, mais du modèle social qu'ils incarnent. Continuons dans le domaine de l'éducation sur deux sujets qui semblent différents, pourtant ils sont très très importants et ils sont en fait connectés. Alors d'abord, c'est le soutien au collectif de défense des CPGE. Ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors on pourrait être surpris, mais le gouvernement s'attaque aux classes préparatoires des grandes écoles et les ferme.
On a eu cette année une première année ECG au lycée François 1er du Havre, qui a été fermé. Une première année ECG également au lycée Decourt à Paris. Une hypocagne au lycée Lamartine à Paris. Une cagne au lycée Chaptal à Paris. Une classe BCPST au lycée Chateaubriand à Rennes. Une classe d'ATS bio au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Et des classes de PCSI et de PC au lycée Carnot à Paris. Donc ça tape un peu partout. Donc bien évidemment, nous soutenons le collectif des CPGE avec les professeurs des différents syndicats qui ont manifesté. Alors ils ont manifesté le 15 janvier à Paris, mais aussi à Dijon, à Rennes, à Lyon, à Toulouse, en Normandie et dans d'autres villes de France. Les classes préparatoires des grandes écoles sont attaquées et sont présentées comme étant élitistes, alors qu'en fait, c'est l'incarnation du modèle républicain méritocratique qui permet à de nombreux jeunes, parce qu'ils travaillent, venant des milieux populaires, eh bien de s'élever dans la société, car au grand malheur de ce gouvernement et de Madame Oudéa Castéra, c'est le lien avec cette logique de privatisation qu'elle applique à sa propre famille, eh bien, ces classes remplissent leur rôle d'ascension sociale. Par exemple, il y a au lycée Decourt 42% de boursiers. C'est beaucoup, 42%. Également, autour de 40% de boursiers au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Ce sont deux exemples. Et ce sont des boursiers, mais qui quand même sont sélectionnés. Donc ce sont de bons élèves dont les revenus sont modestes. Et il faut savoir que les classes préparatoires sont gratuites. C'est l'élite républicaine. S'aborder cela, c'est s'aborder la République en s'attaquant à ceux qui vont être eh bien, l'élite de la recherche, l'élite des ingénieurs. C'est ceux qui ont fait le TGV, c'est ceux qui ont fait Ariane, ils ont été nos grands philosophes, nos grands historiens. C'est complètement absurde. Ça affaiblit la nation, soi-disant sous couvert d'égalité, mais on voit bien qu'il n'y a pas d'égalité. Tout cela concourt à un travail acharné de ce gouvernement, volontariste de privatisation généralisée, pas à pas, de l'éducation nationale à tous les niveaux. Bien évidemment, un jour, il y aura des classes préparatoires privées qui seront sûrement les meilleures, comme Stanislas, où certains pourront continuer leur éducation. Alors, on a également les manifestations hier, 25 janvier, des AESH. Donc, ce sont les accompagnants des enfants en situation de handicap. Il y aura une autre manifestation plus importante la semaine prochaine, à Paris et dans d'autres villes. Alors, les AESH, c'est ceux qui permettent aux enfants handicapés eh bien, d'avoir une vie qui s'apparente le plus possible à la normale dans les écoles où ils sont avec les autres enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Donc c'est une chance qui est donnée, c'est l'école de l'inclusivité. C'est une très très belle idée, mais ça ne fait sens que s'il y a les moyens de bien accueillir les enfants. Sinon, ça se transforme en maltraitance. Or, qu'est-ce que dénoncent les AESH ? Et vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend au niveau des enseignants ou des soignants à l'hôpital. Pas assez d'effectifs, mal payés, pas assez de moyens pour mener à bien leurs actions en direction des enfants en situation de handicap. Voilà. Ça crée des carrières chaotiques, des souffrances inutiles pour les enfants. C'est aberrant. Et là aussi, bien évidemment, et heureusement pour eux, je vous dirais, on n'est pas des monstres, mais ceux qui ont des enfants handicapés d'une manière ou d'une autre et qui font partie de l'élite, eh bien, auront des institutions privées chères où ils seront bien, on s'occupera bien d'eux, où ils seront bien intégrés parce qu'il y aura les moyens et les salaires derrière pour payer les gens qui vont s'occuper d'eux. Par contre, dans l'école publique, ça s'effondre. Ça s'effondre, c'est totalement inadmissible. Voilà, Madame Oudéa Castéra, si vous avez quelque chose à faire, alors je sais que c'est totalement opposé à votre vision de ce que doit être l'éducation en France.
vous marqueriez les esprits si vous sauviez les classes préparatoires et en même temps donniez aux AESH les moyens de s'occuper de nos enfants qui malheureusement sont en situation de handicap. On termine avec la loi immigration qui n'en finit pas de finir en eau de boudin, comme on dit. On l'avait dit avant, au moment où il y a eu le vote, que ça se passerait exactement comme c'est en train de se passer. Alors, le gouvernement, et spécifiquement M. Darmanin, a fait une entourloupe aux élus de la nation, puisque, encore une fois, que l'on soit d'accord ou pas avec les orientations, il y a eu un respect du cadre constitutionnel et la réunion d'une commission mixte paritaire entre un Sénat dominé par les Républicains et une Assemblée nationale où sont majoritaires, même s'ils n'ont pas la majorité absolue, où sont majoritaires Renaissance, donc les députés du président de la République, Emmanuel Macron, et ils se sont mis d'accord sur une loi d'immigration modifiée, plus dure, avec les amendements des sénateurs LR. Tout ça est passé et, chose jamais vue dans la Ve République, c'est le président lui-même qui saisit le Conseil constitutionnel pour vérifier la loi que son gouvernement a proposée. Alors là, on est à nouveau dans une carabistouille constitutionnelle dont Emmanuel Macron a le secret, et le Conseil constitutionnel qui, soyons francs, est un EHPAD de politiciens en fin de carrière, mais qui ont été premiers ministres, qui ont toujours une forme de pouvoir, et qui ont des aigreurs, qui ont des inimitiés, qui ont des amitiés, qui doivent quelque chose à quelqu'un, à qui on doit des choses, eh bien ce sont eux les juges suprêmes constitutionnels, alors qu'ils ne sont pas juges constitutionnels. Hein. Il faut bien le rappeler. Nous, la France est une petite particularité par rapport à d'autres pays, et en particulier par rapport à l'excellente cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe. Nos juges ne sont pas des spécialistes de droit constitutionnel. Ce sont d'anciens politiciens, ou d'anciens politiciens, comme disait le général de Gaulle. Bon, eh bien, ça pose un souci. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont effacé un tiers de la loi immigration telle qu'elle est sortie de la commission mixte paritaire. Bon. Sans toucher à un seul des articles de la loi initiale voulue par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Comme c'est malin. Bon, bien évidemment, la droite LR est tout à fait furieuse. Elle se sent manipulée. On est là dans la continuation de la guerre de facto entre Emmanuel Macron et les LR. Alors c'est intéressant parce que ça va devenir de plus en plus compliqué de faire passer des lois puisque, encore une fois, que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec cette loi, ils se sont fait avoir. Alors tout le monde est un peu content, on va dire. Le président est content, vite, hop, ça passe. Darmanin est content puisque c'est sa loi qui passe. La gauche est contente parce qu'elle a l'impression d'avoir œuvré pour le bien des immigrés, mais au final, tout ça pour ça, c'est-à-dire pour pas grand-chose. Il y a quelques dispositions qui éventuellement sont intéressantes, mais incohérentes, et surtout, on en pense ce qu'on veut, mais ça nuit aux immigrés. Sans régler le problème de l'immigration et sans réfléchir de manière intelligente à la régulation de l'immigration et comment accueillir les immigrés qui arrivent en France. Cette loi ne va faire que aggraver ceux qui sont dans un intermédiaire. Pas expulsables, mais pas non plus régularisables. Une armée de gens corvéables à merci. Une armée de gens qui ont besoin de survivre et donc qui vont donner leur force de travail aux plus offrants et bien évidemment sans pouvoir contester d'éventuelles mauvaises conditions de travail ou de mauvais salaires, bien contents qu'on leur donne une petite obole pour survivre. Et c'est cela qu'organise ce gouvernement, est-ce que s'organise l'Union européenne. Il n'y a pas réellement de lutte contre l'immigration. Il n'y a pas non plus réellement de fantasme open border et de fraternité internationale. Non. Il y a très subtile création d'une catégorie de gens, plusieurs centaines de milliers, qui
qui ne peuvent pas s'insérer, mais qui ne peuvent pas partir. Cette loi immigration est donc une catastrophe politique totale et qui va à l'encontre de la volonté de la plus grande partie des Français, gauche-droite confondus, qui souhaiteraient une loi immigration sérieuse. C'est-à-dire une loi où on régule l'immigration, car là où on en est, ce n'est plus possible, et qui en même temps fait en sorte que ceux qui sont sur le territoire aient une vie décente et ne soient pas exploités. Bon, on en est très très loin. Félicitations au président Emmanuel Macron et à M. Darmanin pour la carabistouille constitutionnelle et pour l'imbroglio qu'ils ont créé et le bon coup qu'ils ont fait, la bonne journée de dupes qu'ils ont fait avec les LR. Je pense qu'ils le paieront d'une manière ou d'une autre. Mais c'est leur problème. Et puis, soyons certains que toutes les éventuelles dispositions un petit peu dures de la loi Darmanin seront, elles, contrées, comme on l'avait expliqué, mais ça sera un autre épisode, par la Cour de justice de l'Union européenne, comme elle a déjà fait plusieurs fois. Donc voilà, un coup dans l'eau, une loi pour rien. Merci, passons à autre chose. Comme je vous l'ai dit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, rapidement, pour parler d'international. Il y a d'énormes morceaux, il y a Davos, il y a la guerre en Ukraine, il y a Taïwan, il y a la crise économique en Europe. C'est assez massif, donc ça sera spécifiquement sur les questions internationales. À très bientôt. Si vous avez aimé et que vous êtes arrivé jusqu'ici, on peut supposer que vous avez aimé, alors vous pouvez liker, vous pouvez commenter, c'est important, si on a oublié quelque chose. Si vous avez des suggestions, par exemple, de choses qu'on aurait importantes, qu'on aurait ratées, de partage, partagez la vidéo dans vos réseaux, avec vos proches. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes arrivé là, c'est que ça vous plaît, vous pouvez nous aider. Ça nous aidera à faire des reportages. C'est le petit lien en dessous de la vidéo. 5 € seront les bienvenus. Et puis merci à tous ceux qui ont tenté de deviner qui sont les personnages qui sont derrière. On prendra le temps d'expliquer pourquoi on fait ça. Parce que certains se sont étonnés. On a eu beaucoup de réactions. On a eu les réactions entre ceux qui trouvaient qu'il y avait trop de gens de gauche, certains qui trouvaient qu'il y avait trop de gens de droite, certains qui trouvaient qu'il y avait trop de républicains, trop de monarchistes, trop d'impériaux avec Napoléon, certains qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il y avait un tel et un tel. C'est une vision que nous avons de notre histoire. On en reviendra. En tout cas, merci à ceux qui ont joué. Tout le monde n'a pas été trouvé. Et d'ailleurs, vous avez vu, on a un petit peu changé derrière. D'autres figures sont apparues. On fera tourner les grandes figures de notre panthéon national, ceux qui ont fait le récit national, hommes et femmes. Ça, c'est notre panthéon personnel. Allez, je vais vous dire un petit mot parce qu'il y en a un que certains se demandent qui il est. Et c'est le personnage qui est ici. Voilà, le soldat très très décoré, donc, entre autres avec la Légion d'honneur. Eh bien, c'est le capitaine Ntchoréré. Alors, le capitaine Ntchoréré, c'est un sacré bonhomme. Il a fait la Première Guerre mondiale, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il est devenu capitaine à une époque où ceux qui nous donnent des leçons sur le racisme et l'intégration, c'est-à-dire les États-Unis, avaient des lois ségrégationnistes et, bien évidemment, n'auraient jamais permis à un noir d'être officier. Donc, le capitaine Ntchoréré a fait la campagne de France de mai-juin 1940. Il s'est vaillamment battu, courageusement, avec ses hommes, blancs et noirs. Et ils ne se sont rendus que quand il n'avait plus de munitions. Et là, les officiers allemands lui ont demandé de séparer ses hommes entre blancs et noirs. Il a refusé, ils lui ont mis une balle dans la tête. À peu près au même moment, quelques jours après, son propre fils est mort au combat. Donc nous avons voulu, par sa figure, qui est connue par les militaires, honorer ce personnage qui parle quelque part de l'intégration à la française et saluer le sacrifice de tous, quelle que soit, comme le dit notre Constitution, leurs origines, leur ethnie ou leur religion. Allez, à très bientôt.